Donc, je vais vous parler des différentes possibilités d'aller étudier aux États-Unis juste après le bac, hein. Euh, donc, euh, Première chose, je vous présente la commission franco-américaine pour vous expliquer un petit peu qui on est. Certaines personnes nous connaissent déjà. Donc, le nom complet, c'est Commission franco-américaine d'échange universitaire. Vous avez notre site internet, Fulbright, toujours avec un seul L, france.org. Nous avons deux missions principales. La première, c'est la gestion du programme Fulbright, qui est en fait un programme de bourse d'études et de recherche. En revanche, cela ne concerne que des personnes qui partent après une licence, donc il faut déjà avoir un premier diplôme de l'enseignement supérieur pour pouvoir y prétendre. Malheureusement, les personnes qui partent juste après le bac ne sont pas éligibles. Je représente moi plus particulièrement le Centre Éducation USA, qui est un centre d'information générale sur le système universitaire américain. Donc, je renseigne par contre toute personne qui veut partir étudier aux États-Unis à tout niveau d'études, même si ce sont des candidats qui ne sont pas éligibles aux bourses Fulbright. Donc, je fais partie d'un réseau international qui s'appelle Education USA, qui est affilié au département d'État américain, donc au gouvernement américain, et mon rôle, c'est surtout de donner des conseils aux personnes qui se trouvent plutôt en France ou qui ont fait des études en France et qui souhaitent étudier aux États-Unis à tout niveau d'études, dans tous les domaines, etc. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les études post-bac. Et donc ça, c'est la liste de nos services. Donc évidemment, nous avons un site internet qui va bientôt changer. Je pense qu'à partir du mois de décembre, ça sera complètement différent. Mais pour l'instant, si vous voulez des informations générales sur les études supérieures aux États-Unis, le système universitaire, vous avez la rubrique Education USA qui est en rouge, si vous voulez la repérer, et qui va également comporter des fiches d'informations sur certains domaines d'études. Donc, il y a une fiche sur les études d'ingénieur, par exemple, les études de droit, les études de business, etc. Donc, je vous invite dans un premier temps à aller sur notre site internet et à télécharger les fiches qui vous intéressent. Il suffit pour cela d'indiquer simplement votre nom et votre email. Vous pouvez poser vos questions par email à cette adresse doc@fulbright, toujours avec un seul L, france.org. Nous organisons un certain nombre d'ateliers sur place à Paris dans nos locaux. Nous sommes situés dans le 16e, à côté du Trocadéro. Et pour ceux qui n'habitent pas sur Paris, un certain nombre de visioconférences, au moins une par mois, même plusieurs, hein, on en a fait une la semaine dernière, sur les MBA aux États-Unis. Je peux aussi vous rencontrer lors d'une consultation individuelle. Et le but de cette consultation est évidemment de donner des infos et des conseils qui concernent votre projet en particulier. On parle pendant environ 45 minutes, le rendez-vous est payant. C'est à peu près 25 € pour 45 minutes, un petit peu plus si vous voulez rester plus. Et vraiment, mon rôle, c'est d'essayer de vous donner le plus de pistes possibles pour votre réflexion. En revanche, les démarches, vous devez les faire vous-même. Donc, il y a une personne dans le SurveyMonkey que j'ai envoyé qui me demande est-ce qu'il faut passer par vous pour les démarches d'inscription dans les universités? Non, pas forcément. Moi, je suis là uniquement pour vous traduire le système universitaire américain, parce que c'est un système qui est complètement différent du système français, pour vous expliquer les démarches et éventuellement vous donner des conseils pour mettre en valeur certaines parties de votre dossier. En revanche, je ne fais pas le dossier moi-même. On est présent dans un certain nombre de salons. Donc, si vous êtes sur Paris,
Le prochain salon le plus important, c'est le Paris College Day, qui a lieu le dimanche 27 septembre à l'hôtel Renaissance, à La Défense. Et là, vous avez une centaine d'institutions anglophones et en grande majorité des écoles américaines qui sont présentes et qui sont représentées par soit des anciens qui habitent sur Paris, soit des bureaux d'admission, donc des représentants de bureaux d'admission. Donc c'est vraiment l'occasion pour vous de participer, de rencontrer les personnes qui vont peut-être lire votre dossier de candidature. Donc dimanche 27 septembre, Hôtel Renaissance, La Défense, vous pouvez avoir des informations, un petit peu plus d'informations. Si vous m'envoyez un email, je vous enverrai le lien vers toutes les infos. Il y a également d'autres événements auxquels vous pouvez participer, comme le 10 octobre, le Salon Studirama international qui a lieu à la Cité universitaire internationale à Paris. Je ne sais pas s'il y a également des personnes qui habitent dans la région de Lyon. Je serai à Lyon le 7 octobre pour une session d'information qui est organisée par le CIO de Lyon Centre, le Centre d'information internationale de Lyon. Donc si vous êtes dans la région, je vous invite à vous renseigner auprès du CII pour savoir où se passe cette session d'info. Alors, quelles sont les différentes façons d'aller étudier aux États-Unis? Donc, il y a plusieurs formules. Donc, vous pouvez partir, si vous êtes encore lycéen, en seconde, par exemple, vous avez encore le temps de faire un séjour d'échange. Donc, pendant le lycée, alors ça, je vous conseille fortement de passer par une agence qui va vous placer dans un lycée. Je ne vais pas donner de détails là-dessus, mais c'est tout à fait possible. Il y a énormément de lycéens français qui font ça chaque année. Vous pouvez partir pour faire un diplôme américain et je vais détailler ce qu'il faut faire pour cela. Vous pouvez également profiter d'un échange universitaire. Donc là, ça veut dire qu'il faut commencer des études supérieures en France, faire 1 an, 2 ans, contacter le service des relations internationales de votre université ou de votre école en France et leur demander s'ils ont des partenariats avec des universités américaines. Et là, le principe, si c'est un vrai échange, c'est que vous allez simplement passer 6 mois, 1 an dans l'université partenaire en suivant des cours un peu à la carte. L'avantage, c'est que vous ne payez pas les frais de scolarité, vous les payez simplement en France et vous validez votre année en France. Et pour ça, vous avez pas mal de financement, souvent du conseil régional ou du conseil départemental. Donc si vous voulez juste avoir une expérience courte aux États-Unis, c'est la meilleure solution et sans doute la moins onéreuse, c'est partir en échange universitaire. Mais il faut pour cela que votre établissement en France propose des échanges avec les universités américaines. Vous pouvez participer à un programme de bourse de la Commission franco-américaine. Donc là, c'est plutôt post-licence, donc après le bac. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Vous pouvez juste partir en séjour linguistique, donc c'est-à-dire juste prendre des cours d'anglais. Ça peut se faire en session d'été, ça peut se faire même sur plusieurs mois pendant l'année. Et vous pouvez soit passer par une agence de séjour linguistique, soit même identifier directement des universités américaines qui ont des programmes d'anglais intensifs, qu'ils appellent soit ESL, English as a Second Language, ou IEP, Intensive English Program. Il y a aussi la possibilité de partir en tant que jeune fille au pair. Ça aussi, c'est plutôt pratique au niveau économique parce que vous êtes logé, nourri par une famille d'accueil, on vous paye des cours à l'université ou dans l'institution la plus proche, et vous n'avez quasiment rien à débourser pendant 12 mois. Pour ça, il y a un certain nombre de conditions. Il faut avoir entre 18 et 26 ans, avoir l'équivalent du bac, et accepter de s'occuper d'un enfant en bas âge pendant 12 mois, à raison d'environ 45 heures par semaine. Et surtout, pour participer à ce genre de programme,
vous êtes obligé de passer par une agence agréée par le gouvernement américain, parce que sinon vous n'aurez jamais le visa pour ça. Si vous trouvez la famille qui accueille tout seul, il faut quand même passer par une agence agréée, parce que il n'y a que eux qui peuvent vous donner les papiers pour les visas. Vous pouvez aussi partir faire juste une session d'été, pas seulement pour des cours d'anglais. Les universités américaines sont ouvertes pendant l'été, je dirais, pour eux, la session d'été, c'est entre mai et peut-être début août, par exemple. Donc, il est tout à fait possible de partir au mois de juillet, soit pour prendre des cours d'anglais intensifs, soit pour faire autre chose, pour prendre des cours de maths ou de philo, si vous en avez envie, pour avoir une sorte d'initiation au système universitaire américain. Et vous pouvez faire ça même si vous êtes lycéen. Il n'y a pas que les étudiants qui ont accès aux cours d'été des universités. Donc ça, c'est un schéma du système universitaire américain. Vous avez deux cycles d'études, le cycle undergraduate, qui correspond aux 4 premières années d'études après le bac, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui en particulier, et vous avez le cycle graduate, qui commence à partir du master, à partir de la 5e année, et non pas de la 4e année, comme dans le système européen. Donc au niveau undergraduate, vous avez deux cursus que vous pouvez faire. Vous pouvez faire soit un diplôme directement de 4 ans qui s'appelle le Bachelor's Degree, et je vais vous en parler tout à l'heure, ou alors vous pouvez faire ce qu'on appelle un Associate Degree, un programme de 2 ans, dans un établissement qu'on appelle plutôt un Community College. Troisième solution, vous pouvez commencer par un Community College, faire 2 ans, des 2 premières années d'un Bachelor's, et ensuite transférer en 3e année pour terminer votre Bachelor's, faire 2 ans supplémentaires. Donc ça, je vais détailler un petit peu par la suite. Pour ceux qui sont intéressés par les études de droit et de médecine, sachez qu'on ne peut pas commencer ces études-là juste après le bac comme on le fait en France. Il faut d'abord avoir un diplôme de niveau bachelor's. Donc pour le droit, c'est un Bachelor of Arts, par exemple, dans tous les domaines de sciences humaines et sociales. Et pour la médecine, il faut plutôt un Bachelor of Science avec des cours spécifiques en biologie, sciences et aussi culture générale. Pardon. Et c'est à partir de la 3e ou 4e année qu'on refait un dossier de candidature pour entrer en école de droit ou en école de médecine. Je déconseille particulièrement ces cursus, en tout cas de le faire tout de suite après le bac, parce que vous n'avez aucune garantie après la 4e année de pouvoir entrer en école de médecine, en école de droit, et votre bachelor, qu'on appelle le programme pré-professionnel, soit pre-med, soit pre-law, sont des programmes qui n'ont pas d'équivalence en France. Donc si vous revenez en France avec ces diplômes-là, ça ne vaudra pas grand-chose. Donc personnellement, je vous déconseille de faire ce genre de programme. Et surtout que les écoles de médecine sont extrêmement sélectives et prennent vraiment très très peu d'étudiants internationaux, d'étudiants qui n'ont pas la nationalité américaine. Donc, les institutions américaines. Donc, il y en a près de 4000 qui proposent des diplômes post-bac. Il y a des établissements publics qu'on appelle plutôt des state universities, donc des universités d'État. Vous avez des universités privées. La différence entre les deux, c'est la façon dont ils sont gérés et subventionnés. Les universités d'État sont subventionnées par les impôts des résidents de l'État en question, par exemple les universités de Florida State, etc., sont subventionnées par les impôts des résidents de Floride, alors que les universités privées sont uniquement financées par les frais de scolarité des étudiants et aussi par des dons, souvent des anciens ou de fondations privées. Ça, c'est une première chose, c'est donc la façon dont elles sont subventionnées. Deuxième chose,
Les frais de scolarité sont souvent, mais pas toujours, beaucoup moins chers dans les state universities que dans des universités privées. Mais il y a des universités publiques, je pense particulièrement au système des Universities of California, qui sont presque aussi chers que les frais de scolarité d'une fac privée. Alors une personne dans le SurveyMonkey me demandait les coûts. Donc dans une fac d'État, en moyenne, ça va tourner autour de 15-20 000 dollars au niveau des frais de scolarité. Dans une université privée, ça va plutôt être à partir de 25 000, 30 000 dollars pour une année, et je ne compte que les frais de scolarité. Donc évidemment, il faut ajouter à cela le logement, la nourriture, les dépenses personnelles. Alors, on ne s'effraie pas, ces frais peuvent être réduits grâce à des bourses, et on va parler des aides financières un petit peu plus tard. Donc, ensuite, vous avez une différence de taille vraiment très très variée. Vous avez des établissements, surtout les grosses universités d'État, par exemple l'université du Texas à Austin, compte à peu près 50 000 étudiants, alors que vous avez des toutes petites institutions qu'on appelle plutôt des colleges, qui vont avoir peut-être quelques milliers d'étudiants. On a même trouvé un établissement qui n'a que 26 étudiants. Bon, c'est pas très intéressant pour vous d'aller dans ce genre d'institution, mais sachez que vous pouvez vraiment trouver des tailles assez variables, et à vous de décider dans quel environnement vous vous sentirez le mieux. On parle de college ou de university, c'est souvent des termes un peu interchangeables. En revanche, souvent, un college va être une institution qui va se concentrer sur les études post-bac, qui ne vont pas avoir de centre de recherche, comme les universités. Les grosses universités d'État proposent des diplômes depuis le bachelor jusqu'au doctorat, alors qu'un college va proposer peut-être un bachelor et uniquement un master, mais n'ira pas au-delà. Ensuite, on parle de Ivy League. Je sais qu'il y a une personne qui m'a posé beaucoup de questions sur Harvard. Donc Harvard fait partie de ce qu'on appelle les Ivy League. Ivy League, c'est les universités. C'est en fait, au départ, Ivy League, ce n'est qu'une liste de 7 universités qui se trouvent principalement sur la côte est. Donc chaque fois que je parle d'Ivy League, il y a des gens qui me parlent de Stanford. Stanford n'est pas une Ivy League, hein, c'est simplement une université qui a un taux de sélectivité qui est comparable à une Ivy League. Donc Ivy League, ça veut dire Columbia, ça veut dire Cornell, ça veut dire Princeton, ça veut dire Brown, ça veut dire Dartmouth, ça veut dire Harvard, ça veut dire UPenn, et j'en oublie toujours une parmi elles en général. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Donc j'en ai peut-être oublié une. Donc ces universités-là sont toutes privées. Elles sont toutes sur la côte est. Elles sont extrêmement sélectives, à la fois pour les Américains et les étrangers. Pour pouvoir intégrer ce type d'université, il faut avoir un dossier académique excellent depuis la 3e. Il faut aussi avoir de très bonnes lettres de recommandation. Très honnêtement, la plupart des candidats français qui arrivent à rentrer dans ces établissements sont des candidats bilingues, qui sortent d'écoles bilingues, des lycées internationaux par exemple. Bon, ce n'est pas impossible d'entrer dans ce genre d'établissement quand on n'est pas bilingue, mais statistiquement parlant, plutôt des candidats bilingues, plutôt des gens qui ont eu la chance d'être dans un lycée qui les a aidés à préparer des tests comme le SAT, par exemple, parce qu'il faut avoir de très très bons scores au test, des gens qui peuvent avoir de l'aide de recommandation de professeurs anglophones, et des personnes qui font beaucoup d'activités extrascolaires aussi. Donc, bon. Mais faites attention, ce n'est pas parce que Harvard est connu pour sa business school qu'on peut faire des études de commerce à Harvard après le bac. C'est pas le cas.
Si on part dans une Ivy League après le bac, on va faire plutôt des cours de culture générale. On va pas forcément faire des cours, c'est pas la même chose que nos grandes écoles où on se spécialise tout de suite. Donc faites attention. Je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent aller dans une université prestigieuse, mais ces universités-là ne sont peut-être pas du tout adaptées à votre profil ou à ce que vous voulez faire, à vos intérêts académiques. Vous avez des établissements aussi qui sont ce qu'on appelle single sex, c'est-à-dire qui sont faits que pour les filles ou que pour les garçons. Alors ça paraît un petit peu bizarre, mais notamment pour ce qu'on appelle les women's colleges, ce sont des établissements qui sont assez réputés aux États-Unis. Donc si vous êtes une jeune fille, n'éliminez pas ce type d'institutions parce qu'ils peuvent avoir de très très bons programmes académiques. Vous avez beaucoup d'universités privées. La plupart des universités privées aux États-Unis ont été créées par une association religieuse. Donc, beaucoup d'universités catholiques, enfin jésuites, beaucoup d'universités protestantes, toutes les dénominations protestantes, baptistes, évangélistes, etc. Donc, quand vous faites votre choix, vérifiez que la filiation religieuse vous correspond, vérifiez aussi si la religion est très présente sur le campus, notamment par rapport aux clubs, aux associations, etc. Parce que si vous n'êtes pas du tout pratiquant ou complètement athée, vous allez peut-être vous sentir un petit peu à part. Ensuite, HBCUs, ça veut dire Historically Black Colleges and Universities. Ce sont des établissements où il y a un fort pourcentage, en fait la majorité des étudiants sont d'origine afro-américaine ou d'origine africaine. En fait, ce sont des établissements qui ont été créés pour les descendants des esclaves américains, donc qui au départ n'avaient pas accès aux universités. Mais ça, c'était à la fin du 19e siècle et au début du 20e, donc il y a eu des établissements qui ont été créés uniquement pour la communauté afro-américaine. Ces établissements sont restés et elles ont une forte tradition d'accueillir les étudiants afro-américains, mais ceci dit, aujourd'hui, elles acceptent à peu près tout le monde. Vous avez, quand vous faites votre choix, faites attention aussi aux lieux géographiques. Donc, est-ce que le campus se trouve en plein milieu de la ville? Est-ce que le campus est plutôt en périphérie d'une grande ville? Est-ce que c'est en plein milieu de la campagne? Alors, je vous invite quand même à ne pas éliminer les campus qui se trouvent en plein milieu de la campagne, parce que par exemple, si on pense à Cornell, qui fait partie des Ivy League, cette université est en plein milieu de nulle part. En revanche, sur le campus, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande ville. Il y a une vie assez dynamique. Il y a quelquefois des théâtres, des cinémas, même des centres commerciaux. Donc vous n'avez vraiment pas besoin d'être en plein milieu d'une grande ville. Vous avez des établissements qu'on appelle des liberal arts colleges, qui sont plutôt des petites institutions qui vont se concentrer sur des études générales. Donc, le nom complet, c'est Liberal Arts and Sciences. Donc, vous allez, pendant 4 ans, suivre plutôt des cours dans les domaines littérature, sciences humaines et sociales, sciences exactes comme la physique, la bio, les maths, etc. Donc, vous n'allez pas forcément préparer un programme professionnel comme une école de commerce ou une école d'ingénieur, par exemple. Donc, si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, et si vous voulez vraiment avoir un diplôme avec une bonne culture générale, vous pouvez choisir plutôt un liberal arts college. Vous avez ensuite des instituts qui sont spécialisés dans les arts, ce qu'on appelle les Arts Institutes, qui sont spécialisés dans tout ce qui est art visuel, donc art plastique, photographie, cinéma même. Et puis aussi tout ce qui est art du spectacle, donc musique, danse, théâtre.
Vous avez ensuite des instituts qui sont spécialisés dans les études d'ingénieurs ou de sciences appliquées ou de nouvelles technologies. On appelle ça plutôt des Technical Institutes. Et les plus connus sont, par exemple, MIT, Georgia Tech, Caltech en Californie, etc. Donc, ce sont généralement des instituts assez prestigieux qui préparent plutôt pour les études d'ingénieurs ou les études de sciences appliquées. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des community colleges, ce qui m'amène à la diapo suivante. Donc, ces établissements proposent des programmes courts de maximum 2 ans. Donc, on les appelle des community college, junior college ou 2-year college. Ils proposent principalement 2 types de programmes, soit des programmes professionnels qui ressemblent un peu à nos BTS, DUT, mais qui ne sont pas équivalents par contre. Donc faites attention, ce genre de programme est plutôt destiné aux Américains ou aux personnes qui sont sûres de pouvoir rester aux États-Unis. Sinon, ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est ce qu'on appelle des transfer programs, la possibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, de commencer par les 2 ans de bachelor's degree dans un community college. Il y a plusieurs avantages à ça. Le premier avantage, c'est le coût. Un community college coûte 2 à 3 fois moins cher qu'une université. En moyenne, les frais de scolarité tournent autour de 7 000 $. Donc ça, c'est le premier avantage assez intéressant. Le deuxième avantage, c'est que ils acceptent à peu près tout le monde. Ils sont pas très sélectifs. Ils ne vous demandent pas autant de tests. Ils ne vous demandent pas un niveau d'anglais extraordinaire. Mais après, il faudra faire vos preuves une fois sur place pour pouvoir transférer ensuite en 3e année. En revanche, le Community College n'a pas de campus, ils n'ont pas de résidence universitaire, donc souvent il faut chercher un logement par vous-même, mais ce n'est pas forcément très compliqué. La plupart des bureaux des étudiants internationaux des Community College peuvent vous aider à trouver une famille d'accueil ou éventuellement un logement en dehors du campus, en colocation par exemple. Ici, vous avez un site internet qui vous aide à trouver le Community College dans la région qui vous intéresse. Alors, donc le bachelor's degree, c'est le diplôme universitaire post-bac qui ressemble un petit peu à notre licence, mais qui n'est pas équivalent, puisqu'un bachelor, c'est 4 ans, alors qu'une licence, c'est plutôt 3 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous avez choisi de faire un BBA, par exemple, un Bachelor of Business Administration, qui est donc plutôt l'équivalent d'une école de commerce, vous allez quand même devoir faire un certain nombre de cours de culture générale. C'est ce qu'on appelle the General Education Requirements. Donc, ça peut correspondre à 1 ou 2 ans sur les 4 ans, où vous allez suivre des cours du programme Liberal Arts and Sciences, c'est-à-dire littérature, sciences humaines et sociales, donc ça peut être de l'histoire par exemple, de l'anthropologie, enfin c'est vous qui choisissez parmi une liste quand même, on ne vous impose pas des cours en particulier. Il y a aussi des cours de sciences, des cours de maths, donc il faut absolument que vous vous inscriviez à ces cours-là pour pouvoir valider votre diplôme. Et puis il y a ce qu'on appelle le major, donc la discipline principale, donc si vous avez choisi de faire des études de business, ben, ça sera business. Si vous avez fait choisi engineering, ça sera engineering, etc. Minor, c'est un sous-domaine, une sous-discipline, et il y a beaucoup de flexibilité. C'est vous qui faites un petit peu votre programme à la carte. Donc, par contre, vous ne choisissez pas à l'avance. C'est pas en remplissant votre dossier de candidature qu'on va vous demander ce que vous voulez exactement comme cours. Par contre, vous pouvez choisir votre major au moment de la candidature. Mais c'est pas rédhibitoire, c'est-à-dire que si finalement le business ça vous intéresse pas, vous pouvez bifurquer en cours de route. Donc ça c'est l'avantage du système américain, c'est très flexible. Vous pouvez tout à fait changer d'objectif académique pendant votre bachelor's degree. Donc vous avez plusieurs types de bachelor of arts, bachelor of science, ce sont des programmes assez généraux.
Donc, Bachelor of Arts, c'est pas dans les arts visuels ou arts du spectacle, c'est tout ce qui est sciences humaines et sociales, littérature, etc. Bachelor of Science, c'est dans les maths, domaine scientifique, ça peut être aussi en économie, par exemple, ou en business, il y a même des Bachelor of Science in Business. Bachelor of Fine Arts, là, ça va être dans les arts visuels et dans les arts du spectacle. Bachelor of Business Administration, c'est l'équivalent d'une école de commerce. Mais vous avez aussi Bachelor in Engineering, Bachelor in Architecture, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors, rapidement, comment on fait pour se faire admettre dans une université? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je ne fais que vous donner les infos, mais après, les procédures, c'est vous qui devez les faire pour chaque université. Donc, la première chose à faire, c'est choisir les universités par rapport à votre profil. Donc, si vous avez 10 de moyenne, c'est pas la peine de postuler à Harvard, hein, ça c'est voilà, pour postuler dans ce genre d'université, il faut plutôt être tête de classe et avoir depuis la troisième, hein, puisqu'on va vous demander vos relevés de notes depuis la troisième. Et puis, il faut avoir un très très bon niveau d'anglais, etc. Maintenant, si vous avez un niveau correct, peut-être 12-13 de moyenne, un niveau d'anglais, correct aussi, et que vous pouvez avoir des bonnes lettres de recommandation, que vous faites aussi un certain nombre d'activités extrascolaires, vous pouvez prétendre à de bonnes universités, hein, sans que ça soit forcément des Ivy League, et des universités qui vont vous proposer des aides financières. Donc, ne regardez pas toujours les mêmes, essayez de regarder un petit peu, comme on dit en anglais, outside of the box. Regardez aussi dans des régions auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé. Il y a une personne qui veut absolument aller faire du business à New York, dans le SurveyMonkey. Il n'y a pas que New York aux États-Unis, hein, donc vous avez quand même 50 États différents avec des écoles de business de très très bonne qualité en dehors de New York. Vous faites attention aux dates limites. Il y a beaucoup de gens visiblement qui sont inscrits au webinaire et qui sont déjà en terminale. Pour certains établissements, ça commence à faire tard, surtout si vous n'avez pas commencé à passer les tests. Donc justement, les tests, je vais en parler. Donc il faut préparer et passer les tests. Les tests, il faut les passer au début de votre terminale. Donc ça veut dire qu'il faut les préparer avant. Hein, si vous commencez seulement à préparer, je vais en parler, donc le SAT, là ça fait quand même un peu tard. Hein. Il faut remplir le formulaire de chaque université. Il y a un formulaire qui est commun à environ 500 universités américaines qui s'appelle la Common Application. Et je vais peut-être faire un webinaire spécifique pour la Common Application parce que c'est assez compliqué. Je vais en avoir encore pour 2 heures pour vous expliquer comment faire. Donc, soit la Common Application, soit le formulaire propre à chaque université. Il faut en même temps rechercher les aides financières, voir si les universités que vous avez choisies proposent des aides aux étudiants internationaux. Il ne faut pas attendre le mois de mai, une fois qu'on vous a dit que vous êtes admis. Il faut le faire dès maintenant. Et puis, par contre, au mois de mai, vous faites vos démarches de visa, parce que là, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour penser au visa. Alors, comment on choisit? Alors, il y a un certain nombre de ressources qui sont intéressantes. Moi, j'utilise assez fréquemment le site du College Board, donc celui qui commence par Big Future, et qui est indiqué ici, et qui vous permet de filtrer, en fait, il y a près de 4000 institutions qui sont répertoriées. Vous filtrez par rapport au niveau de sélectivité, par rapport à la région, par rapport au domaine d'études qui vous intéresse, par rapport au sport et aux activités qui vous intéressent, par rapport au prix aussi, vous pouvez filtrer par rapport à ça, par rapport à des services particuliers dont vous auriez besoin, par rapport à quoi d'autre, les aides financières qui sont proposées, etc. Et une fois que vous avez choisi tous vos critères, on vous sort une liste de quelques universités. Il faut aller sur chaque fiche
pour avoir plus d'informations sur, par exemple, les dates limites de dépôt de dossier, qu'est-ce qu'il faut faire comme test, quel score il faut avoir au SAT ou au TOEFL, etc., pour pouvoir prétendre à l'université en question. Vous avez également un autre moteur de recherche qui marche un petit peu de la même manière, c'est Princeton Review, qui comprend également une espèce de classement. Et aussi, si vous êtes intéressé par certains domaines en particulier, donc là une personne est intéressée par les études de commerce, vous avez des systèmes, des organismes d'accréditation qui mettent de labels de qualité sur des disciplines professionnelles. Donc là, pour le business, regardez sur le site aacsd.edu. Il y a aussi la bonne vieille méthode Google, hein, sans faire de pub. Vous tapez par exemple Best Business Programs in the US et vous pouvez tomber sur un certain nombre de sites internet qui vont vous permettre de trier un petit peu. Allez sur les sites de chaque université, ne vous contentez pas de regarder les fiches des moteurs de recherche parce que c'est pas forcément toujours mis à jour. Donc, regardez bien dans la rubrique à la fois Academics, où vous avez la liste de toutes les disciplines qui sont enseignées, et dans la rubrique Admission, et surtout regardez dans la rubrique Undergraduate Admission, hein, puisque c'est l'admission post-bac. Vous avez aussi des guides, des ouvrages que je conseille. Par exemple, celui que j'aime bien, c'est le Fifth Guide to Colleges, que vous pouvez commander sur Internet, qui est un bouquin qui fait c'est à peu près 500 pages, et qui va pour peut-être une liste de 400 universités, souvent c'est les 400 meilleures institutions post-bac, va vous donner une description un peu plus poussée de l'université, quel type d'étudiants se sentent bien dans cette université, quelles sont les associations, les clubs, pour quelle discipline cette université est connue, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a d'autres guides comme ça, mais généralement j'utilise celui-là personnellement. Évidemment, demandez conseil autour de vous, si vous avez des profs d'anglais qui connaissent bien les États-Unis, si vous avez des amis américains, si vous avez de la famille aux États-Unis, essayez vraiment de leur poser la question pour savoir, voilà, est-ce qu'il y a une université pas très loin de chez eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Alors, le classement, qu'est-ce qu'il faut faire du classement? Alors, les classements des universités ne sont pas officiels, hein, comme en France d'ailleurs. Donc, il y a pas mal de classements qui existent. Au niveau post-bac, il y a Princeton Review hein, qui fait un petit classement. Mais il y a aussi US News, donc qui va classer les universités, mais dans leur ensemble. Et au niveau post-bac, il n'y a que des classements pour le business et l'ingénierie. Et il n'y aura pas de classement pour d'autres disciplines, il n'y a pas de classement des meilleurs bachelors en littérature, etc. Parce que le système bachelor est très général et il ne va pas être aussi spécialisé que le licence. Donc il y a une personne qui me dit comment trouver les meilleurs programmes en comptabilité, ça je peux pas vous dire parce qu'il n'y a pas de classement pour ça. Donc les comptabilités, ça fait partie des programmes de business. Donc le mieux, c'est de regarder sur aacsb.edu. Ne commencez pas à faire vos recherches par le classement. Le classement, c'est la dernière chose qu'il faut voir par rapport déjà aux universités qu'on a choisies, comment elles sont classées, comment elles sont reconnues, mais ne commencez pas par là parce que vous allez peut-être tomber sur des universités qui ne correspondent pas à votre profil et à vos intérêts. Donc les tests, qu'est-ce qu'il faut passer comme test? En général, il y a deux types de tests à passer. Vous avez à la fois un test d'anglais qui est un test qui est demandé uniquement aux étudiants non anglophones, donc les personnes qui, par exemple, ont fait leurs études en Angleterre, n'ont pas passé le TOEFL, ou le IELTS. Par contre, si vous avez fait toute votre scolarité dans un lycée français, il faudra passer soit le TOEFL, soit le IELTS.
Les deux sont acceptés plus ou moins de la même manière. Le IELTS est accepté par peut-être les 3/4 des universités américaines, donc ça fait plus de 3000 institutions sur 4000. Il y a un autre test qui est demandé cette fois-ci à tout le monde par des institutions de 4 ans. C'est-à-dire, par exemple, si vous allez en community college, on ne vous demande pas le SAT ou le ACT, on va vous demander uniquement le TOEFL ou le IELTS. Donc, les universités les plus sélectives vont vous demander un test d'anglais et un test soit SAT, soit ACT, qui sont des tests qui sont acceptés de la même manière, il n'y a pas de hiérarchie, plus 2 ou 3 SAT Subject Tests. Donc, en sachant que vous ne pouvez pas passer les SAT et les SAT Subject Tests tous les jours, il y a des dates fixées à l'avance, là, et il n'y en a pas beaucoup dans l'année. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes en terminale et que vous voulez postuler pour une université qui a une date limite au 1er décembre, ça commence à faire très très tard parce qu'il faut que les scores à ces tests arrivent avant le 1er décembre. Et une fois que vous avez passé l'examen, ça met 3-4 semaines pour que les scores parviennent à chaque bureau d'admission. Donc faites attention au timing. Là, si vous n'avez rien fait et que la date limite est le 1er décembre, c'est quasiment trop tard pour moi. Donc le TOEFL, le score maximum est de 120. La majorité des universités vous demandent à peu près 80 sur 120. Hein. En revanche, les universités les plus sélectives vont plutôt vous demander 100, 110 sur 120. Les community college, par exemple, vous acceptent souvent à partir de 45 sur 120. Hein. Et une fois que vous êtes sur place, ils vous remettent à niveau en anglais. Le IELTS a un score maximum de 9 et la plupart des universités souhaitent un 6, 6,5 sur 9, les plus sélectives plutôt 7, 8 sur 9, et puis les community college acceptent à partir de 4,5, 5 sur 9. Alors, le SAT. Donc ça, c'est un test qui est demandé également aux lycéens américains, et les lycéens américains commencent à se préparer à ce test à partir de la seconde. Si vous avez encore rien fait et vous êtes en terminale, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu tard. Mais toutes les universités ne vous demandent pas le SAT. Donc les community colleges ne demandent pas le SAT. Et il y a des établissements maintenant de plus en plus qui vous disent que le SAT est optionnel. Donc vérifiez les universités que vous avez choisies avant de vous embêter à préparer le test et à passer l'examen. Il n'y a que 6 dates par an. Il y a des centres d'examen un petit peu partout. Il y en a plusieurs, il y en a 3-4 à Paris et Saint-Cloud. Il y en a à Aix-en-Provence, Nice, Rennes. Et faites attention aux dates limites d'inscription. Par exemple, la prochaine date de test, c'est 3 octobre, mais vous ne pouvez plus vous inscrire parce que la date limite, c'était le 27 août. Vous pouvez peut-être vous mettre sur une liste d'attente, mais par contre, je ne suis pas sûre qu'il va y avoir de la place. Hein, donc là, théoriquement, vous pourrez vous inscrire que pour le 7 novembre. Attention, le format du SAT va changer à partir de mars 2016. Donc bon, si vous devez le passer cet automne, ne faites pas attention à cette information, mais si vous êtes en seconde par exemple, il est fort probable que vous ayez à passer le nouveau SAT qui va changer un tout petit peu. Donc le premier type de test, c'est le SAT Reasoning Test. C'est un QCM en fait. Il y a deux QCM. Il y a le QCM Critical Reading où on vous demande de répondre à peut-être de compréhension de texte et puis peut-être des questions de vocabulaire, de grammaire. Et il y a un QCM mathématique qui n'est pas très difficile pour un Français surtout qui est en section S par exemple,
puisque c'est le programme peut-être de seconde. En revanche, les énoncés sont en anglais, donc il faut pouvoir comprendre la question qu'on vous pose. D'où l'obligation de vous préparer bien à l'avance. La troisième partie, c'est une rédaction qui va disparaître en 2016, qui sera optionnelle à partir de mars 2016. Et donc la rédaction, c'est sur votre opinion sur n'importe quel sujet, et vous avez une demi-heure pour écrire votre rédaction à la main. Chaque partie est notée sur 800, et donc le score total est de 2400. Beaucoup d'universités ne regardent que les 2 premières parties. C'est pour ça qu'en fait, la partie writing va disparaître à partir de 2016 et vont vous donner des scores moyens, des statistiques sur 1600. Donc faites attention. Si une université vous dit qu'il faut avoir minimum 1500 pour prétendre à une admission, ça peut être 1500 sur 1600, mais pas sur 2400. Donc faites attention à ce genre d'informations. Donc les SAT Subject Tests sont en fait des examens supplémentaires, donc qui ne sont jamais demandés seuls. Soit ils seront demandés en plus du SAT Reasoning Test, soit ils seront demandés en plus du ACT, dont on va parler tout à l'heure. Donc SAT Subject Test, vous avez des tests en sciences, en maths, en histoire, en littérature et en langue. Ils ne sont pas administrés en même temps que le SAT Reasoning Test. Ça veut dire que si on vous demande les deux, il faut vous inscrire à 2 dates. Vous ne pouvez pas passer les deux le même jour. Et les universités ne vont pas vous demander de passer tous les subject tests. Ils vous demanderont uniquement 2 ou 3, même des fois qu'un seul subject test. Donc, il ne faut pas paniquer et vous dire qu'il faut travailler sur tous ces domaines. Donc le ACT, American College Testing Program, il y a 5 sections. Une section en anglais qui ressemble à la partie Critical Reading du SAT, une partie maths aussi, une partie reading et une partie science. Il y a une partie optionnelle writing et effectivement la partie rédaction est généralement soit obligatoire, soit fortement recommandée par les universités sélectives. Donc, ELOA, pour l'instant, le SAT, la partie writing est obligatoire. Et à partir de 2016, je crois que ça sera optionnel. Pour le ACT, c'est toujours optionnel, mais si jamais l'université vous recommande de le faire, il faut le faire. Hein, donc, entraînez-vous pour cette partie-là. Il n'y a que 5 dates par an pour l'étranger. Hein. Aux États-Unis, il y a une date supplémentaire en février, mais elle n'existe pas en dehors des États-Unis. Et il n'y a que 4 endroits en France où on peut passer le ACT, donc c'est un tout petit peu moins pratique que pour le SAT, mais ça commence à être tout à fait faisable. Sachez qu'il n'y a pas de hiérarchie entre ces 2 tests. Les universités les acceptent de la même manière et c'est à vous de voir dans quel test vous allez avoir les meilleurs résultats. Donc, effectivement, il y a une personne qui m'a demandé dans le SurveyMonkey si le ACT est peut-être pas mieux pour les scientifiques, effectivement, puisqu'il y a des questions de sciences. Donc si vous êtes plutôt doué en sciences, passez plutôt le ACT. Donc, qu'est-ce qu'il faut envoyer au bureau d'admission? Il faut envoyer le formulaire de candidature. Généralement, c'est inclus dans le formulaire de candidature, il faut écrire un essai. On va peut-être faire un webinaire là-dessus un peu plus tard. Il faut des lettres de recommandation. Il faut évidemment que vos scores au TOEFL et SAT soient envoyés directement au bureau d'admission. On va peut-être vous demander, et ça fait partie de la Common Application, de faire remplir certains formulaires par votre lycée, et pas forcément un prof, ça peut être le proviseur. Alors, dans un lycée américain, c'est le Guidance Counselor, mais il n'y en a pas vraiment dans un lycée français. Donc, dans un lycée français, on va dire que c'est le CPE, par exemple, ou éventuellement le proviseur ou l'adjoint au proviseur, s'il est d'accord, puisqu'il y a des questions qui concernent
tous les lycéens du lycée en question. Il y a des informations qui ne sont pas forcément connues par un prof, par exemple. Il faut que ce soit quelqu'un qui est plutôt dans l'administration du lycée. Donc, à part les school forms, on vous demande des transcripts. Donc ça ne veut pas dire transcription, ça veut dire relevé de notes. Donc, pour les personnes qui veulent faire un bachelor's, on va vous demander les relevés de notes depuis la 3e, tous vos bulletins scolaires depuis la 3e. Et si vous avez des diplômes, éventuellement des diplômes. Le BEPC, pardon, c'est pas utile, mais il faut surtout toutes les notes que vous avez reçues dans toutes les matières, et surtout il faut les faire traduire si c'est pas déjà en anglais. Donc soit vous passez par un traducteur assermenté, soit vous demandez à un prof d'anglais de vous les traduire, et puis ensuite vous faites valider ça par l'administration de votre lycée. Vous ne pouvez pas traduire vous-même, par exemple. Vous ne pouvez pas demander à votre maman ou votre papa de le faire. Donc Cécile et Alice me disent que le SAT n'est pas demandé. Donc non, effectivement, il y a des universités qui ne vous demandent pas le SAT. Donc il ne faut pas vous affoler si je vous parle d'une chose que vous n'avez jamais vue. Donc c'est que vous avez simplement fait le choix d'établissements qui ne le demandent pas. Donc tant mieux pour vous, vous n'avez pas à le préparer. Le SAT, généralement, c'est demandé par les universités vraiment qui ont un minimum de niveau de sélectivité, mais même certaines universités très sélectives estiment que ce n'est pas un test qui leur permet de voir votre niveau, donc qu'ils l'ont supprimé depuis quelques années. Alors, on peut vous demander des suppléments, notamment pour les personnes qui veulent faire des études d'art, c'est-à-dire si vous voulez faire des arts plastiques, on va peut-être vous demander un book, par exemple, un portfolio, et ça, il y a un supplément. Maintenant, tout se fait sur Internet, et tout ça est expliqué normalement par le bureau d'admission sur leur site Internet. Alors, au niveau des aides financières, donc, si vous êtes athlète de haut niveau, je pense qu'il y a une personne qui veut faire de l'aviron, par exemple. Donc, effectivement, on peut avoir une bourse pour certains sports, pas pour tous. Donc, l'aviron, c'est possible d'ailleurs plutôt dans certaines Ivy League. Par exemple, Harvard a une très bonne équipe d'aviron. Et le principe, ce n'est pas faire des études de sport. Là, vous êtes déjà doué dans le sport qui vous intéresse. Mais vous payez vos études, en fait, grâce à vos compétences sportives. Hein. Et ça, tout ça, c'est géré par plusieurs associations sportives, notamment la plus connue, la plus prestigieuse, c'est la NCAA. Et si vous arrivez à avoir une bourse athlétique d'une équipe universitaire de la NCAA Division 1, donc ça veut dire que vous êtes extrêmement doué dans le sport en question, vous pouvez avoir une bourse quasiment complète. L'université peut peut-être même prendre en charge 100% de vos besoins pendant les 4 ans. Alors, il y a certains risques à ça, c'est que si jamais, pour des raisons de santé, vous ne pouvez plus jouer, votre bourse peut disparaître. Donc, faites attention à ça. L'autre risque, c'est qu'il y a beaucoup d'heures d'entraînement, donc il faut pouvoir supporter à la fois tous les cours. Si vous avez des mauvaises notes aussi, votre bourse peut être supprimée. Donc, il ne faut pas que ça rentre en conflit avec vos études académiques. Et vous n'y allez pas pour faire du sport, vous y allez pour faire des études, donc des études dans le domaine qui vous intéresse. Et pas forcément un domaine qui est lié au sport, ça peut être des études d'ingénieur ou même des études de biologie, des choses comme ça. Et le sport vous permet d'aider l'université à gagner les matchs
Et en échange, ils vous payent vos études et ils vous donnent même une bourse de séjour. Ensuite, vous avez les bourses de mérite des universités américaines. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il faut chercher les aides financières au moment où vous cherchez les établissements. Il faut choisir des universités qui vont vous proposer des aides par rapport à vos notes. Donc, si vous avez des notes pas terribles, ça risque de pas marcher. Mais même avec un 12, 13 de moyenne, on peut arriver à trouver des universités qui vont vous donner des bourses de mérite, beaucoup parce qu'ils veulent attirer les étudiants internationaux. Ils aiment bien les étudiants français en général, ils trouvent que vous avez un bon niveau académique. Donc, elles vont vous proposer des bourses qui varient vraiment beaucoup, entre juste 1 000 $ l'année jusqu'à quelquefois plus de 40 000 $, ou par exemple la moitié des frais de scolarité. Donc, quand vous faites votre recherche, faites attention, vous pouvez même envoyer un message directement, parce que c'est pas toujours publié sur leur site internet. Vous envoyez un message au bureau d'admission de l'université qui vous intéresse et vous leur dites: est-ce que vous avez des bourses de mérite? Comment je peux y prétendre? Est-ce qu'il faut que je présente un dossier à part? Ou est-ce que je suis automatiquement considérée pour une bourse à partir du moment où j'ai rempli un dossier d'admission? Pour les aides proposées spécifiquement aux étudiants internationaux, il y a un certain nombre de programmes d'échange qui sont proposés. Par exemple, vous avez la bourse Georgia Rotary, qui est une bourse de la Fondation Rotary, proposée par certains clubs de l'État de Géorgie, qui proposent de payer, de financer, je crois, 1 à 2 ans d'études dans une université publique ou un community college de l'État de Géorgie. Donc pour ça, il faudrait trouver le programme. Vous avez ces informations-là sur notre site internet. Vous avez également le programme Florida Friends Linkage Institute, qui permet à 25 étudiants français par an d'être considérés comme résidents de l'État de Floride. Donc il faut d'abord se faire admettre dans une université publique de Floride ou un community college également. Et au lieu de payer 15-20 000 $, vous payez peut-être 5 000 ou 6 000. Donc c'est plutôt avantageux. Le lien que j'ai indiqué sur cette diapo, donc le lien du réseau Education USA, c'est à partir de ce lien que vous pouvez chercher aussi d'autres aides financières qui sont proposées à tout niveau d'études et en particulier par des universités qui proposent des bourses de mérite pour les étudiants internationaux. Donc n'hésitez pas à aller régulièrement sur le site du réseau Education USA puisque cette information est mise à jour régulièrement. Donc le visa, c'est la dernière étape. Pour l'instant, on n'y pense pas vraiment. C'est un petit peu le début de vos démarches. Il y a 2 types de visas, F1, J1. Donc F1, c'est pour les étudiants indépendants. J1, c'est plutôt pour ceux qui partent dans le cadre d'un échange. C'est la dernière étape après l'admission. Donc pour pouvoir faire votre demande de visa, il faut que l'université vous envoie un certificat d'éligibilité et vous allez normalement prendre rendez-vous au consulat américain, généralement ce mois de mai, pour passer un entretien. Donc il faut par contre monter sur Paris et passer un entretien pour montrer que votre objectif est bien d'aller étudier aux États-Unis et normalement d'aller ensuite rentrer en France ou quitter le territoire une fois que vos études sont terminées. Vous avez le droit au niveau de professionnel de travailler, mais uniquement sur le campus, un maximum de 20 heures par semaine. Et vous avez aussi le droit à un certain nombre de stages. Une fois que votre diplôme est terminé, vous avez le droit jusqu'à 12 mois de stage dans une entreprise américaine sans faire une demande de visa de travail. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous envoyez un email à doc@fulbright-france.org. Et donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à bientôt.